Après la sélection des paramètres susceptibles d'affecter le rendement global de la turbine, premièrement, on a essayé de modéliser numériquement le domaine de calcul, ce qu'on appelle le domaine de calcul. C'est un domaine fluidique. Ici, nous avons adopté le modèle suivant, puisque nous avons trois éléments dans la turbine, orbe de guidage à l'intérieur, orbe rotorique et orbe de guidage à l'extérieur. Donc on a divisé notre domaine de calcul en trois. Donc deux domaines fixes et un domaine mobile. Ici on a choisi un domaine de calcul qui est périodique, puisque c'est voilà, c'est une répétition circulaire. Au lieu de travailler tout le domaine, on a adopté un domaine de calcul périodique de telle façon à minimiser le temps de calcul. Donc ici nous avons des phases périodiques. Donc phase ici pour le domaine fixe, ce sont phases périodiques fixes. Voilà, phase périodique fixe. Ça c'est voilà, ça c'est une phase pour domaine de calcul OGV. Et ça c'est un domaine de calcul IGV plus la conduite. Et ici, nous avons phase périodique rotative pour le domaine de calcul rotant. Donc ici, pour les conditions aux limites, nous avons imposé un débit massique entrant pour cette zone-là s'il s'agit de l'exhalation, c'est-à-dire passage de l'écoulement de la chambre à air à l'atmosphère. Et c'est une pression atmosphérique à la sortie s'il s'agit d'une inhalation. La même chose pour l'autre côté. Donc ça, pour l'exhalation, ça va être une pression à la sortie. Si c'est une inhalation, il va être un débit massique entrant. Ici pour la gestion du maillage entre domaine mobile et domaine fixe, on a adopté, comme on a dit, une technique de maillage glissant ou bien slide and mesh. Donc pour le maillage adopté pour notre cas, c'était d'environ 2,2 millions de cellules. Voilà pour, avant de commencer la formulation de notre problématique, il faut bien sûr minimiser le nombre de paramètres à utiliser dans la formulation. Donc la première des choses qu'on a effectué, c'est analyser la sensibilité de chaque paramètre de conception sur le rendement moyen. Donc, premièrement, on a ici formulé un modèle mathématique de premier ordre qui lie les différents paramètres ou bien les différentes valeurs adimensionnelles attribuées aux différents paramètres géométriques, donc x1 jusqu'à x10, et chaque paramètre a un effet. Donc on a donc symbolisé l'effet de chaque paramètre par la lettre A. Donc A1 jusqu'à A10, ce sont les effets des différents paramètres, et A0 c'est l'effet moyen. Ici, voilà, après la résolution voilà, de ce modèle mathématique de premier ordre, donc on a utilisé le plan de Taguchi pour ce faire. Donc c'est un plan d'expérience pour des paramètres à deux niveaux. Pourquoi à deux niveaux seulement? Puisqu'il s'agit seulement de évaluer l'influence de chaque paramètre. Donc ici on a essayé de classifier l'effet de chaque paramètre sur le rendement par ordre décroissant. Et ici on a évalué la contribution en pourcentage. Donc voilà les différents paramètres avec leurs différents effets et contributions. Comment choisir les paramètres les plus influents sur le rendement? Donc on a adopté une méthode qui s'appelle l'analyse de la variance, ANOVA, sous un coefficient de confiance de 95%.
pour sélectionner les paramètres qui influencent le plus sur le rendement avec coefficient de confiance de 95%. Après après l'application de la méthode, on a trouvé 4 paramètres. Les 4 premiers paramètres, c'est ceux qui influencent le plus notre rendement global moyen par rapport à la limite fixée par le coefficient de confiance 95%. Donc pour plus de détails, donc je serai disponible voilà, pour expliquer plus après. Donc les paramètres choisis sont les longues de calage rotor bêta étoile, la corde du rotor c'est LR, nombre des offres de guidage à l'intérieur, Inner Guidewines Number, NIGV, et ratio de rayon OGV, c'est un ratio ou bien c'est un coefficient adimensionné. Après le criblage des paramètres les plus influents sur le rendement, maintenant vient l'étape de formulation de la fonction objectif et bien sûr optimisation pour choisir ou bien pour trouver les valeurs optimales des paramètres géométriques qui optimisent pour notre cas, qui maximisent le rendement moyen de la turbine. Donc ici, voilà, le rendement moyen égal au produit de deux matrices. Donc la première, donc c'est un vecteur linéaire. Des valeurs sont très réduites attribuées aux paramètres sélectionnés. Donc ce sont des valeurs inférieures à 1. Ce sont des valeurs sont très réduites attribuées aux différents paramètres. Et A, c'est un vecteur colonne des effets et interaction des différents paramètres sélectionnés. Donc ici, pour la formulation de la fonction objectif, on adopte un modèle mathématique de deuxième ordre qui approche le plus le résultat numérique trouvé à partir voilà, de la simulation numérique via logiciel CFD. Ici, comment trouver les valeurs du vecteur A. Ici, donc, on a appliqué le plan de DOLR à 4 paramètres. Donc, c'est un plan qui approche mieux le plan factoriel complet. C'est un plan d'expérience complet. Mais pour le plan de DOLR, il minimise le nombre d'essais nécessaires pour trouver les bons résultats. Donc, d'après les recherches sur la littérature, le plan de DOLR approche mieux le plan d'expérience factorielle complet. Voilà ici après, donc, la détermination des différentes valeurs de A, c'est-à-dire les effets et les interactions, on a essayé de valider notre modèle mathématique par rapport aux résultats numériques. Donc nous, on a utilisé, au lieu des expériences, on a utilisé les simulations numériques. Donc on a utilisé ici un indicateur R carré, on l'a trouvé qui est égal à 73%. Donc pour R carré, s'il est proche 0, ou bien s'il approche 0, c'est un modèle qui n'est pas validé. Si R carré approche le 1, c'est un bon modèle mathématique. Donc pour nous, on a trouvé que R carré, elle est entre 0,5 et 1. Donc elle est acceptable comme modèle mathématique élaboré. Donc pour la formulation de notre problème d'optimisation sous contrainte, donc il s'agit de maximiser le rendement moyen entre inhalation et exhalation. Pour le système matriciel, c'est le produit du vecteur x et le vecteur a avec les contraintes suivantes pour x1 jusqu'à x4. Donc pour ces contraintes-là, dépendent des contraintes exigées par le plan de DOLR pour les 4 paramètres. Après l'application du problème ou bien de la formulation mathématique de notre problème
et après sa résolution sous MATLAB, on a trouvé les différents paramètres suivants. Pour IGV, voilà la géométrie optimale, la même chose pour le rotor et la même chose pour le l'OGV. Voilà, après la détermination de la forme géométrique optimale des trois éléments IGV, rotor et OGV, on a essayé de bien améliorer la géométrie de la conduite coudée ou bien le contour méridien. Donc pour l'ancien contour, le coude appartient au rotor, comme vous voyez. Donc ça c'est l'ancienne géométrie. Ici vous voyez que le coude ici appartient au rotor qui se met en rotation. C'est-à-dire si le coulement voilà vient suivant la conduite ici axiale, pour qu'il s'oriente radialement, il va être on peut dire mis en tourbillonnement à cause de la rotation on peut dire du coude, et cela va désorienter les lignes de courant et par conséquent avoir beaucoup de pertes à l'entrée des aubes de guidage. La même chose, l'écoulement ici en contact avec le rotor va générer un couple résistant qui va résister à la rotation du couple. Donc la solution qu'on a adoptée, c'est séparer le coude du rotor et le lier au stator. Au lieu d'avoir le coude appartenant au rotor, donc on va le séparer du rotor et le lier au stator qui est fixe. Et par conséquent, on va éviter le problème de désorientation des lignes de courant, et aussi on va éviter la génération du couple résistant. Aussi un autre problème avec l'ancien contour, comme vous voyez ici, surtout pour l'écoulement, on peut dire centripète, c'est-à-dire du radial vers l'axial. D'après la littérature, ce changement qui est qui n'est pas graduel, permet de générer une zone qui s'appelle une zone morte. Donc c'est la zone ici qui est zone de tourbillonnement. Donc la solution qu'on a adoptée, c'est ajouter un corps de forme elliptique sur le coude qui assure un guidage à changement de courbure graduel. Donc ici, au lieu d'avoir une ouverture qui est un petit peu brusque, on peut dire, on va essayer d'ajouter un corps ici sur le coude de telle façon à assurer une ouverture qui est graduelle de l'écoulement, qui est centripète, c'est-à-dire du radial à l'axial. Voilà pour notre solution qu'on a proposée. Voilà le corps qui est de forme elliptique, qui est collé ou bien qui est ajouté au coude. Et bien sûr, le coude, elle est séparée du rotor, mais cette fois-ci, elle appartient au stator, elle est fixe. Donc voilà la géométrie pour le contour méridien proposé. Voilà la même chose après la conception de notre contour méridien. On va appliquer la même démarche d'optimisation pour ce contour-là. Donc, premièrement, notre contour méridien est constitué de deux contours, un contour extérieur, donc c'est un quart d'ellipse, et un contour intérieur qui est composé de deux quarts d'ellipse avec un point de raccordement qui assure la tangence, avec les différents paramètres bien sûr. Donc ici, voilà paramètres de conception pour notre contour méridien. Voilà, donc ça, ce sont des paramètres qui sont indépendants. C'est-à-dire, si je fixe ces paramètres, je vais fixer la géométrie. Si un paramètre manque de fixation, la géométrie ne va pas être sous contrainte. Et par conséquent, ça ne va pas être
une, euh, une géométrie qui est bien fixe. Bien sûr, pour le domaine de calcul, on a adopté un domaine de calcul périodique pour minimiser le temps de calcul. Pour le paramètre à optimiser, pour notre cas, c'est minimiser, c'est la chute de pression entre l'entrée et la sortie du contour méridien. Donc ici, on a besoin de minimiser les pertes dues à changement de courbure ou bien changement de direction de l'axial au radial. L'objectif, c'est minimiser la chute de pression totale entre l'entrée et la sortie. Donc ici, on a parlé de la chute de pression totale moyenne entre l'inhalation et l'exhalation. Et ici, pour minimiser le calcul, on a travaillé seulement avec le coefficient de débit -1 pour l'inhalation et 1 pour l'exhalation. Puisqu'on a déjà dit ça, phi, la valeur absolue de phi est égale à 1 correspond aux performances maximales de la turbine. Voilà la géométrie trouvée et optimale du contour méridien. Voilà. Après, donc, on a essayé d'analyser les performances de la conception optimisée, c'est-à-dire les OB optimisés plus le contour méridien optimisé. Donc, suite à l'analyse de sensibilité effectuée sur les OB de guidage, on a trouvé que l'angle de calage du rotor influence le plus sur le rendement. C'est-à-dire que l'angle d'orientation des obs rotoriques influence le plus sur le rendement. Pour notre concentration ici d'analyse, on s'est concentré sur l'angle d'inclinaison lambda des obs rotoriques, puisqu'il est celle qui influence le plus sur le rendement. Donc le lambda, elle est définie comme suit. Donc c'est un angle qui assure ou bien qui, on peut dire, influence l'orientation de l'aube par rapport à la direction radiale. Donc le point C, c'est une intersection entre la direction radiale et un axe circulaire de rayon moyen RR. Et donc ici, lambda positif, c'est vers le sens, horaire. Et lambda négatif, c'est vers le sens anti-horaire. Donc lambda influence on peut dire l'épaisseur. C'est pas l'épaisseur, c'est la largeur, je m'excuse, la largeur inter-ob. Donc si lambda augmente, donc ici, on voit que l'ouverture ou bien la zone inter-ob augmente. Si lambda diminue, on a ici la zone inter-ob diminue. Voilà, selon cette direction. Donc lambda influence la largeur inter-ob rotorique. Voilà, premièrement, on a essayé de voir, de fixer 5 valeurs de lambda. Lambda -8, -4, 0, 4 et 8 degrés. On a essayé de voir la variation du rendement en fonction des différents lambda. Donc ici, on peut voir que pour lambda est égal à 4, elle représente les rendements les plus maximum pour l'exhalation. Et pour lambda est égal à -4, elle représente les rendements les plus les meilleurs rendements pour l'inhalation. Donc voilà, 4 est meilleur pour l'exhalation et -4 est meilleur pour l'inhalation. Donc si on se concentre sur le phi, valeur absolue du phi est égal à 1, donc ici on trouve que lambda est égal à 4 assure le même rendement en inhalation et exhalation. C'est-à-dire pour lambda est égal à 4, le rendement est équilibré en inhalation et exhalation. Si on essaie de voir le rendement moyen, c'est-à-dire on ajoute le rendement inhalation-exhalation pour différents lambda, donc on a trouvé que la valeur 0 et 4 représentent les rendements moyens les plus élevés.
Donc ici, on peut déduire que la valeur 0 et 4 représentent les rendements moyens maximum, mais la valeur lambda est égale à 4 représente un rendement, voilà, plus que, puisqu'elle est, ou bien elle est meilleure et aussi elle est équilibrée. Donc la valeur 4 représente un rendement maximum et équilibré. Donc cette partie-là, pour mieux voir l'influence de l'angle lambda sur les performances de la turbine, on a essayé d'analyser la pression relative totale, POR. Donc c'est une pression totale relative. Voilà. On a essayé de voir l'effet de l'angle d'inclinaison lambda sur le rendement. Et on a essayé de voir l'influence de lambda en premier lieu sur POR. Donc on a commencé avec le mode exhalation. La direction de l'écoulement, voilà, c'est du bas vers le haut. Nous avons trois figures ici. La figure B, c'est la zone totale de l'aube rotorique. Et la zone A, c'est la zone de fuite. Et la zone B, c'est la zone d'attaque. Ou bien ce qu'on appelle le bord d'attaque. Et voilà. Bord d'attaque pour C et bord de fuite pour A. Pour différents lambda, bien sûr, -8, -4, 0, 4 et 8. Donc ici, pour être bref, puisqu'il n'est pas présenté sur le même diapo, je vais essayer de simplifier les choses au maximum. Donc les résultats révèlent que la zone de séparation, donc ici nous avons différentes valeurs de POR. Pour la zone qui est bleue représente un POR le minimum et le rouge c'est le maximum. Donc ici pour par exemple le bord de fuite, elle représente une minimisation de POR. POR, donc c'est une puissance, c'est une pression totale qui est égale à pression dynamique plus pression statique. La pression statique, c'est la pression exercée sur les surfaces, et la pression dynamique est égale à 1 sur 2 roues V carré, c'est-à-dire dépend de la vitesse. Si on voit ici POR qui est minimale, c'est-à-dire la vitesse de l'écoulement ici, elle est inférieure, et par conséquent peut aboutir à un décollement de la couche limite. Ce qu'on appelle un décollement de la couche limite, c'est une séparation de la couche ou bien de l'écoulement sur la surface de l'orbe. Donc ici, voilà, on va essayer de comparer ce phénomène-là, que ce soit au niveau du bord de fuite ou bien au niveau du bord d'attaque. Donc pour être bref, je vais vous donner les résultats trouvés ou bien analysés. Donc les résultats révèlent que la zone de séparation diminue en augmentant l'angle d'inclinaison lambda. Donc ici on parle de l'exhalation. Donc lambda, s'il augmente, la zone de séparation sur le bord de fuite augmente. Sur le bord d'attaque, donc si on voit maintenant les figures C, la séparation de l'écoulement se produit du côté pression de l'eau pour une plage de -4, de -8, je m'excuse, l'angle -8 jusqu'à 4. Donc ici, nous avons pour le rotor, l'aube rotorique, nous avons ici, c'est la surface côté pression, et ça, c'est la surface côté dépression. Donc ici, pour le bord d'attaque, on voit que la séparation de l'écoulement est apparue sur la surface côté pression. Surtout pour les valeurs de -8 jusqu'à 4. Donc si on regarde ici -8, voilà la partie bord d'attaque. Pour -8, -4, 0 et 4. Donc elle est bien apparue.
Cependant, à partir de la valeur 8, la séparation apparaît du côté des pressions. Si on voit maintenant la figure pour lambda est égal à 8, on voit que la séparation est apparue sur la zone ou bien la surface côté des pressions. Voilà, ici on peut noter que l'angle d'inclinaison 4, pour lequel le rendement est maximum, qu'on a vu voilà, tout à l'heure, présente le meilleur comportement vis-à-vis de l'écoulement. Donc pour la valeur 4, voilà, ici elle minimise le décollement au niveau du bord de fuite et minimise la séparation de l'écoulement sur la surface, que ce soit pression, la surface côté pression, ou bien la surface côté dépression. Donc ça, grosso modo, je vais pas je vais pas entrer beaucoup en détail. Maintenant, je passe à l'inhalation, c'est la direction inverse, c'est du haut vers le bas. Voilà, la direction du haut vers le bas. Donc la même chose, donc A représente la zone de fuite et B représente la zone d'attaque ou bien le bord d'attaque. Donc les résultats révèlent que la zone de séparation augmente en augmentant lambda. Donc la même chose, la zone de séparation au niveau du bord d'attaque, si on voit la figure C, là on peut remarquer que la zone de séparation augmente en augmentant lambda. Donc c'est-à-dire de moins 8 jusqu'à 0, on regarde que la séparation augmente. Si on se concentre maintenant sur le bord d'attaque, une séparation réduite de l'écoulement se produit du côté pression et du côté de pression pour voilà, de l'eau pour les angles moins 8 et moins 4. Donc ici, si on regarde moins 8 et moins 4, on peut regarder que la zone de séparation est réduite côté pression et côté même des pressions pour la zone de fuite, ici. Cependant, pour les angles de 0 jusqu'à 8, pour 0, donc maintenant on se concentre sur le bord de fuite. La séparation est plus importante et n'apparaît que du côté des pressions. Donc ici, pour de 0 jusqu'à 8, la séparation est apparue sur la zone de dépression, ou bien le côté dépression de l'aube. Voilà, c'est cette partie-là, la zone de dépression. À partir de ces analyses, voilà ce qui est important ici. La zone de séparation de l'écoulement diminue en augmentant la valeur de lambda pour le mode exhalation et en la diminuant pour le mode inhalation dans le bord de fuite. Pourquoi on s'est concentré sur le bord de fuite? Puisque les grandes pertes au niveau de l'écoulement apparaissent dans la zone ou bien le bord de fuite. Donc pour le bord d'attaque ne présente pas beaucoup de problèmes. Pour les turbines, il passe. Le problème est surtout sur le bord de fuite. Donc ici, voilà la remarque qui est très importante ici à mentionner, c'est que la séparation de l'écoulement diminue en augmentant lambda pour le mode exhalation et en diminuant lambda pour le mode inhalation. Donc on peut voir que une valeur optimale de lambda existe qui minimise la séparation pour les deux modes. Donc voilà, ce résultat justifie ce qu'on a trouvé auparavant au niveau de lambda est égal à 4. Donc ici, je reste bref un petit peu. Si voilà, je peux détailler plus après si une question vient voilà, de la part des chercheurs dans ce domaine-là.
Voilà, ici, on essaie de comparer notre turbine, le rendement de notre turbine, conçue avec profil circulaire, avec une qui est conçue avec profil elliptique qui existe dans la littérature. Donc ici, par exemple, si on regarde le rendement seulement rotorique, on voit que la turbine avec profil circulaire représente un rendement rotorique meilleur. C'est à peu près de 20% d'amélioration. Et si on regarde le rendement global de la turbine, donc la même chose, notre turbine avec profil circulaire représente un rendement meilleur. Ici, donc, on a atteint un rendement de 52% maximum. Et pour la turbine avec profil elliptique, c'est à peu près vers 35% comme rendement maximum. Donc, cela peut être résultat de changement de rayon de courbure pour le profil elliptique. Donc, vous voyez ici, donc on a essayé de voir la variation du rayon de courbure en fonction de l'axe radial Y, déjà donc présenté auparavant. Donc, le rayon de courbure, elle est donc décroissant, voilà pour la zone côté, on peut dire côté ou bien attaque, donc dans le bord d'attaque, et croissant pour le bord de fuite. Mais pour le profil circulaire, il est constant, puisque c'est un rayon qui est fixe, ne change pas. Donc ici, cela peut causer une, un mal, une mal orientation de l'écoulement dans la zone inter-ob. Donc on va voir ça en détail après. Donc ici, on a essayé de voir de près l'influence de profil rotorique sur le comportement de l'écoulement. Donc voilà notre ob rotorique. Et on a essayé de concevoir, voilà, de concevoir un autre ob rotorique, mais avec profil elliptique, en gardant quelques paramètres pareils. Ici, donc, le seul changement qu'on a effectué, c'est au niveau de la surface côté dépression. Donc, pour notre cas, c'était forme circulaire. Mais pour l'autre forme elliptique, donc, on a remplacé le profil circulaire par un profil elliptique. On a gardé les autres paramètres fixes, la corde la même, les angles d'attaque et de fuite les mêmes, etc., etc. Et même pour les obs de guidage sont fixés, sont pareils pour les deux turbines. Donc on a noté ici turbine à rotor circulaire TRC et turbine à rotor elliptique TRE. Donc on a essayé de voir le rendement rotorique pour les deux turbines, TRC et TRE, et le rendement global. Donc ici on peut remarquer que la turbine à rotor elliptique représente un rendement rotorique un petit peu meilleur que le rendement de TRC. Mais si on regarde le rendement global de la turbine, ici on remarque que la turbine TRC à rotor circulaire est meilleure que la turbine elliptique. Donc pour mieux analyser ces résultats, pourquoi le rendement global de la turbine TRC est supérieur au rendement global de TRE, on a essayé d'analyser l'écoulement voilà, en utilisant une répartition de la zone, répartition en sections de la zone de calcul. Voilà, donc on a réparti la zone de calcul en plusieurs sections, de telle façon à analyser les angles. Donc ici, nous avons les angles d'écoulement alpha-bêta, ce sont les angles alpha, c'est l'angle d'écoulement absolu, et bêta, c'est l'angle d'écoulement relatif, c'est-à-dire ici, c'est un angle de l'écoulement sur la zone rotorique, et alpha, c'est l'angle d'écoulement sur la zone statorique, c'est-à-dire fixe. Et alpha étoile et bêta étoile, ce sont les angles géométriques. Alpha étoile, c'est pour les éléments fixes. Et bêta étoile, c'est pour
l'élément mobile rotorique. Donc, on a ici essayé de voir ou bien comparer les angles rotoriques. Je m'excuse. On a essayé d'analyser l'angle d'écoulement avec l'angle géométrique et de le comparer. Donc, pour, par exemple, l'inhalation, donc c'est le sens de la section A, je m'excuse, de la section F jusqu'à la section A. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la section C. Donc, le problème pour les turbines impulse, c'est au niveau des éléments statoriques en aval du rotor. Donc, ici, en aval, c'est les éléments IGV, c'est-à-dire la section C. Donc, si on regarde la section C directement, donc ici, si on compare l'angle géométrique, ça c'est l'angle géométrique étoile, et le rouge c'est l'angle absolu de l'écoulement pour TRC, et le vert c'est pour TRE. Donc ici, si on regarde, on compare les angles géométriques et d'écoulement. Donc ici, l'angle C, l'angle de l'écoulement absolu pour TRC approche plus l'angle géométrique que l'angle de la turbine TRE. Donc c'est-à-dire les un petit peu adéquate plus TRC plus adéquat que TRE. Voilà, maintenant si on passe à l'exhalation. Donc l'exhalation, c'est l'écoulement de la section A vers la section F, ce qui présente un problème, c'est au niveau de la section D, c'est-à-dire les aubes statoriques en aval du rotor. C'est la section D. Donc on va partir directement à la section D. Voilà. Donc ici, pour la figure F, nous avons l'angle géométrique, c'est le bleu. L'angle pour TRC, c'est rouge, et TRE, c'est le vert. Donc la même chose, on regarde que l'angle pour TRC approche plus l'angle géométrique que pour la turbine TRE, c'est-à-dire les pertes vont être minimisées pour la turbine TRC. Voilà, si on regarde de près les chutes de pression totale dans les différents éléments de la turbine, plus bien sûr la conduite, elbow c'est la conduite coudée. Pour l'exhalation, pour phi positif c'est l'exhalation, pour phi négatif c'est inhalation. Donc si on regarde par exemple pour exhalation, il faut regarder OGV. Voilà, donc OGV pour TRE. Voilà. Donc ici, voilà les pertes pour OGV sont plus que les pertes pour TRE, plus que les pertes, je m'excuse, pour TRC. Ça, c'est d'une part. Si on regarde de près l'inhalation, il faut regarder l'IGV. Donc l'IGV, c'est le vert. Voilà pour TRC, et pour TRE, c'est le violet. Donc voilà ici, les pertes au niveau IGV pour TRC sont minimisées par rapport à la turbine TRE. C'est-à-dire les pertes sont réduites pour la turbine TRC plus que la turbine TRE. Voilà. Si on regarde la même chose, le coefficient de perte, on peut remarquer que pour l'inhalation, beaucoup de pertes sont donc remarquées au niveau de la turbine TRE, plus que la turbine TRC. Si on regarde l'IGV, voilà ici la même chose, les pertes sur TRE plus que les pertes en TRC. Si on regarde l'OGV, donc c'est l'exhalation, donc beaucoup de pertes sont présentées au niveau de l'exhalation. Donc TRE représente plus de pertes au niveau OGV que dans la turbine TRC.